Bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous pouvez nous entendre? Je vois des bonjours. Oui, tout a l'air de bien marcher. Super. Voilà, parfait. Donc voilà, bienvenue à toutes et tous à ce webinaire sur la vente en ligne et le commerce physique. Donc, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Laurine Kerpelt, à Bruxelles. Et juste pour m'introduire, je m'appelle Victoria Canilla, je travaille au service 1819. C'est le service régional d'information et d'orientation pour tous les entrepreneurs bruxelloises. Nous sommes là pour vous aider et pour vous guider au mieux dans vos démarches et surtout dans cette période aussi de crise qui n'est pas facile pour aucun d'entre nous. Donc voilà, nous avons organisé cette semaine sur l'e-commerce pour vous soutenir dans cette nouvelle démarche, peut-être pour quelques-uns d'entre vous. Nous l'avons fait avec les services internationaux de Bruxelles, donc ma collègue Katia Giovanetti qui va se présenter elle-même. Oui, bonjour tout le monde, je suis Katia Giovanetti et je travaille à la BU Export à Hub.Brussels et j'aide les entreprises à aller un peu au-delà de la frontière belge pour la première fois. Et donc, on a pensé que l'e-commerce pourrait être une solution aussi pour aller vendre ses propres produits et services à l'international. Mais entre-temps, dans cette période ici, on se prépare aussi pour ce qui est local, surtout parce qu'on sait très bien que les commerces aujourd'hui peuvent aussi avoir un point physique comme un e-commerce. Et donc pour cela, notre collègue Laurine Kerpelt, qui est accompagnatrice en communication à la BU Retail de Hub.Brussels, va plus en parler en détail, surtout concernant les stratégies complémentaires qu'on peut avoir en tout ce qui est communication quand on a un commerce physique et on veut exploiter l'e-commerce. N'est-ce pas, Laurine? Oui, tout à fait. Merci, Katia et Victoria, pour cette présentation. Du coup, je vais plus ou moins rentrer directement dans le vif du sujet. Peut-être juste le dernier détail pratique avant d'aller plus loin. Donc, si vous avez un petit rappel de modalités sur comment utiliser le panel, le panneau que vous voyez s'afficher sur le côté. Si vous avez des questions pendant la présentation, je vous invite à les poser via l'onglet questions de la fenêtre de webinaire. Et alors, on va y répondre à la fin. Donc, Katia et Victoria vont regrouper les questions, on va dire, sous forme de grandes thématiques. Et on répondra à ces grandes questions principales à la fin de la présentation. Donc, je ne saurais pas le faire en live, mais en tout cas, sachez qu'il y a un petit peu de temps qui est prévu pour répondre à vos interrogations à la fin du webinaire. Et aussi, je précise que les slides vous seront envoyés par Victoria et Katia à la fin de la présentation. Il y aura aussi quelques outils complémentaires. Donc, vous recevrez tout et je les remercie encore pour l'organisation. Voilà. Alors, avant de débuter, de rentrer peut-être plus dans le vif du sujet, je voulais d'abord me présenter brièvement et surtout présenter la structure pour laquelle je travaille. Donc, je m'appelle Laurine. Je suis coach en communication donc chez Hub Bruxelles. Bruxelles, qui est l'agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise et qui vise à promouvoir, on va dire, et à soutenir la création et le développement d'entreprises sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale. Moi, spécifiquement, je travaille au sein de la cellule Retail. Donc, on est une équipe de 7 personnes. Et dans ces 7 personnes, il y a différents coachs et on travaille vraiment on aide les candidats commerçants et les commerçants à s'implanter à Bruxelles et à développer leur activité du mieux qu'ils le peuvent. On a différents services et principalement, on travaille sur le positionnement commercial. Donc, c'est vraiment un challenge du business plan, du business model. On vous aide à réfléchir sur la pertinence de votre offre commerciale par rapport à votre public cible. On vous aide à définir votre buyer persona. Donc, c'est vraiment travailler sur le business plan en tant que tel pour l'améliorer et le rendre beaucoup plus vivant et pour qu'il colle au mieux à la réalité de terrain. Il y a aussi un service qui est vraiment rattaché à l'accompagnement, à la localisation, à l'implantation et à l'ouverture de votre commerce. Donc, mes collègues qui s'occupent vraiment de ce service-là sont spécialisés, connaissent bien les quartiers de Bruxelles et peuvent vraiment vous recommander des endroits qui sont les plus propices au développement de votre commerce, à l'ouverture de votre activité HoReCa. On ne fait pas de recherche de local à votre place, mais on peut vous conseiller vraiment sur les endroits les plus adéquats pour vous implanter à Bruxelles.
On organise aussi des retail tours pour visiter certains quartiers spécifiques, etc. Donc c'est une activité très, très intéressante. Et on fait aussi un accompagnement en post-création. Donc une fois que vous avez ouvert, vous pouvez toujours bénéficier de nos conseils s'il y a des problèmes, par exemple, par rapport à la gestion de vos stocks, de votre trésorerie, si vous vous rendez compte que sur le point de vente, il y a des problèmes de circulation ou vous avez des problèmes de communication, on est là pour vous aider. Alors aujourd'hui, la présentation webinaire qui va suivre, c'est vraiment notre volonté, c'est de vous montrer qu'il est possible de combiner l'e-commerce avec l'implantation d'un commerce physique. C'est vrai que la spécialité de la cellule retail de Hub Bruxelles, c'est vraiment de travailler sur la promotion du commerce local et surtout sur le commerce physique pour faire vivre la ville et la région. Mais il est clair qu'à l'heure actuelle, il y a une tendance qui est devenue incontournable, c'est l'e-commerce, donc on ne peut pas passer à côté. Et en ces temps, on va dire, compliqués et très difficiles pour le commerce de détail et pour l'Horeca, il est devenu indispensable en fait de s'intéresser à ce volet de vente à distance. Donc ici, dans le cadre de les 50 prochaines minutes qu'on va passer ensemble, on va vraiment envisager la vente en ligne comme un canal complémentaire à un commerce local. Alors ici, je vous ai mis brièvement le sommaire de la suite. Je ne vais pas passer tout ça en détail maintenant, mais on va le voir au fur et à mesure. Simplement, je vais commencer par quelques chiffres clés du digital et principalement surtout de l'e-commerce. L'objectif, en fait, de vous présenter ces chiffres, c'est principalement pour vous faire comprendre que vos clients vos prospects ont potentiellement un comportement qui va faire que ça va définir si c'est pertinent pour vous ou pas d'être présent sur un site de vente en ligne, sur une plateforme de vente en ligne ou de développer votre propre site de vente en ligne. Alors en Belgique, les acheteurs virtuels, donc les e-acheteurs, on va les appeler comme ça, ils sont, donc il y a 61% des consommateurs belges, donc de la population active qui consomme, qui en 2008 ont passé au moins une commande en ligne. Donc on est quand même sur une tendance assez généralisée. Bon, c'est des chiffres qui datent de 2008, qui ont été publiés en 2009, parce que c'est 2020, ils sont pas encore sortis. Mais ça montre quand même qu'il y a une forte prédominance de l'e-commerce. Au niveau donc du nombre de personnes de la population belge qui est connectée à Internet, ça représente 8 personnes sur 10 qui ont déjà fait au moins une commande en ligne. Et alors, les secteurs qui sont les plus populaires en termes de vente en ligne, c'est d'abord le secteur de tout ce qui est habillement et des articles de sport. On a ensuite les hébergements touristiques, puis tout ce qui est achat de tickets pour des manifestations principalement culturelles. Ensuite, les articles ménagers, les livres, tickets de transport, puis finalement, on termine avec les films, les appareils électroniques et finalement, tout ce qui est lié à l'alimentation. Alors ça, c'est donc des chiffres qui sont représentatifs d'une année complète. Alors ici, je pense que sur les 6 dernières semaines, qui viennent de s'écouler, la tendance a été complètement inversée. Par exemple, le dernier, donc celui qui arrive en bas de l'échelle de la popularité des types d'achats de vente en ligne, donc l'alimentation, les articles d'épicerie, a priori, il est fortement remonté puisque les gens, en fait, commandent beaucoup plus en ligne des articles aussi, on va dire, périssables. Alors que, à contrario, tout ce qui est lié à l'hébergement touristique et aux tickets pour des manifestations, là, c'est en chute libre puisque tout ce volet-là, on va dire, de l'activité économique et touristique est en suspens. Donc évidemment, c'est des chiffres qui ne collent plus à la réalité actuelle vraiment au temps T parce qu'on vit une période qui est très très particulière. Mais globalement, ça montre évidemment une tendance générale des comportements d'achat des consommateurs en Belgique. De manière plus précise, donc il y a la moitié des consommateurs belges qui effectuent des achats en ligne et qui dépensent en général le minimum 100 € par mois, donc vraiment uniquement pour des achats à distance. Et parmi ces consommateurs qui font des achats régulièrement en ligne, 48% d'entre eux le font une fois par mois et il y en a quand même 7% qui le font chaque semaine. Donc c'est quand même une tendance assez généralisée de manière globale. Les gens consomment et achètent régulièrement via des plateformes de vente en ligne. Au niveau du chiffre d'affaires, si vous disposez d'un commerce physique déjà d'une implantation commerciale, ça peut vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires de 7%. De nouveau, ça c'est quand on tient compte du fait que les commerces sont ouverts. Là, de nouveau, situation exceptionnelle, il est clair que les 7% du chiffre d'affaires à l'heure actuelle sont beaucoup plus élevés si vous faites de la vente en ligne, puisque votre point de vente physique n'est plus ouvert. Évidemment, ça ne devrait pas pallier au manque à gagner de la fermeture, mais ça montre aussi que ça peut quand même permettre d'augmenter ses ventes globalement. Alors, au niveau ici de nouveau des tendances, des comportements des consommateurs, il y a quand même près d'un tiers des consommateurs qui achètent en ligne qui ont commandé en substitution d'un achat en boutique physique. Donc, la vente en ligne peut parfois être considérée comme concurrente à un point de vente physique.
de l'autre penchant, c'est aussi qu'il y a quand même toujours 35% des consommateurs qui ont acheté en ligne des biens et des produits qui sont complémentaires ou supplémentaires à ce qu'ils achètent aussi en ligne. Donc l'un et l'autre, en fait, ne s'excluent pas. Ça veut dire qu'il est tout à fait possible d'avoir une boutique physique et de quand même continuer à vendre un point de vente physique et tirer profit de la vente en ligne. Donc c'est vraiment deux canaux qui s'articulent l'un et l'autre. Et c'est pas parce qu'on achète en ligne qu'on ne va plus acheter en point de vente physique ou se déplacer, puisqu'il y a toujours une plus-value qu'on trouve en point de vente physique et qu'on ne trouve pas forcément en ligne. Alors, par rapport aux personnes qui, par contre, n'achètent pas en ligne, au niveau de l'étude, donc toujours la même qui a été menée par le SPF Économie en 2018, il y a quand même un peu plus de 25% de la population belge qui n'a jamais commandé en ligne, qui n'a jamais fait d'achat à distance. Et le motif principal de ce non-achat, c'est la préférence dans l'expérience d'achat en point de vente physique. Donc, si ça montre quand même qu'un commerce de proximité, un commerce local, ça apporte toujours une plus-value pour le client. Et il y en a certains, une grande partie de la population quand même, qui continuent à favoriser ça et qui vont, quoi qu'il arrive, privilégier l'achat, on va dire, physique à un achat virtuel. Ensuite, dans les motifs qui font qu'on ne commande pas en ligne, il arrive en deuxième lieu la crainte par rapport à la sécurité des paiements. Ensuite, le fait de ne pas disposer de moyens de paiement en ligne. Le fait aussi d'estimer de ne pas disposer des compétences. Donc là, on est plus sur un concept de fracture numérique et de compétences spécifiques à l'utilisation d'ordinateur. Et puis le manque de confiance aussi au niveau de la livraison et du service après-vente. Mais vraiment, donc on voit que le motif principal du non-achat en ligne, c'est parce qu'on préfère acheter en point de vente physique et être conseillé globalement. Donc le commerce physique et de proximité a toujours une importance et en aura, je pense, toujours une malgré la situation, peut-être encore plus. Mais c'est clair que maintenant, combiné à de la vente en ligne, ça va devenir aussi essentiel et important de le faire. Alors, pourquoi je voulais vous parler de qui sont ces acheteurs virtuels? C'est surtout pour vous permettre de comprendre que ce n'est pas parce que c'est une tendance de faire de l'e-commerce qu'il faut forcément le faire, dans le sens où peut-être que votre public cible, peut-être que votre clientèle n'est pas consommatrice de biens en ligne. Donc, c'est vraiment très important de tout d'abord connaître votre cible et son comportement d'achat avant de vous lancer ou non dans de la vente en ligne. Et puis, au-delà de ça, c'est aussi très important de définir un plan de communication pour atteindre cette cible, afin de vraiment pouvoir pérenniser votre activité sur le web et pouvoir vous dire aussi que c'est vraiment un canal de vente à part entière qui va vous rapporter du chiffre d'affaires et qui va être utile pour le développement de votre activité. Alors, c'est vrai que par rapport à un point de vente physique, c'est une charge de travail supplémentaire de devoir gérer de la vente en ligne, mais ça vous permet vraiment de toucher un public que vous ne pourriez pas toucher autrement et ça va vous permettre d'avoir aussi des résultats vraiment intéressants, surtout si c'est accompagné d'une stratégie de communication adaptée. Alors justement, les avantages à combiner, à vendre en ligne lorsqu'on est déjà sur le terrain, il y en a quand même plusieurs. Alors je vais peut-être passer tout d'abord les points peut-être plus négatifs, puisque c'est vrai que notre équipe de coach au sein de l'équipe retail, on est vraiment habitué à accompagner les commerçants pour leur lancement et donc vraiment c'est la recherche d'un local, c'est le fait de trouver des fournisseurs, des partenaires, de commencer à développer un réseau de distribution au niveau local, aussi penser à sa communication, à l'acheminement des marchandises. Donc c'est énormément de questions aussi liées à la trésorerie, à la comptabilité, qui font que c'est un travail qui est énorme de créer son commerce, d'ouvrir son commerce. Alors du coup, si on se dit qu'il faut faire la même chose pour de la vente en ligne, ça peut paraître assez insurmontable, voire chronophage, d'autant plus qu'effectivement, il y a des inconvénients dans le fait qu'il faut gérer le stock, il faut gérer les envois. C'est une logistique qui est différente de simplement faire de la vente en point physique. C'est aussi la gestion du site en tant que tel et la mise à jour de ce dernier. Donc, quand vous avez des nouveaux articles qui rentrent en boutique, c'est important de les mettre à jour sur le site pour qu'ils puissent être répertoriés. C'est aussi gérer un service après-vente qui se fait de manière tout à fait différente qu'avec le client direct en magasin. Le contact n'est pas le même, les échanges se font plus à distance, donc il faut aussi pouvoir gérer ça via une disponibilité par email ou par chat, c'est différent. Il y a aussi un coût qui est lié à la création du site. Là, en période de fermeture obligatoire à cause du Covid-19, vous avez du temps pour pouvoir créer votre site vous-même. Si c'est une volonté de le faire, je vous conseille de le faire maintenant parce que c'est vrai que ça va vous faire une économie. Mais il est clair que votre temps à vous, que vous consacrez à la création du site, ça a une valeur, une vraie valeur. Alors, c'est pas de la trésorerie qui va sortir directement de vos comptes bancaires, mais il est clair que ça a un coût. Et si vous décidez de sous-traiter et faire ça via une agence, là, c'est vraiment un budget qu'il faut débloquer et c'est important d'en tenir compte lorsque vous vous lancez ou une fois que c'est fait aussi pour la promotion du site. Et donc, c'est clairement un projet qui prend du temps.
Par contre, à contrario, évidemment, il y a plein d'avantages, enfin plein, il y en a quand même un certain nombre, et c'est des avantages concrets, surtout pour augmenter votre chiffre d'affaires. Ça va vous permettre de toucher une clientèle qui n'est pas forcément locale, puisque c'est vrai qu'en tant que point de vente local, ben, vous avez une zone de chalandise qui est beaucoup plus restreinte et qui généralement tourne autour de 5 à 10 km autour de votre point de vente, sauf si vous êtes un commerce beaucoup plus spécialisé ou beaucoup plus populaire. Mais c'est vrai qu'en général, on reste quand même sur une clientèle qui est assez locale, que ce soit d'un point de vue des personnes qui se déplacent pour leur travail ou des personnes qui vivent au sein de la localité. Donc ici, avec un commerce, avec de la vente en ligne, vous allez vraiment pouvoir élargir votre zone de chalandise. Si vous vendez par exemple des stylos et que vous avez un produit de niche qui est trouvable absolument nulle part, mais une personne qui habite Mons peut tout à fait devenir votre client via votre site web alors qu'elle ne serait pas déplacée jusqu'à Bruxelles. Donc ça permet effectivement d'augmenter cette part du marché. Ça permet aussi pour vous de référencer vos produits via un catalogue sur le web. Et donc, ça va vous offrir évidemment une meilleure visibilité sur les moteurs de recherche. Et ça va aussi, en termes de qualité et de confort pour le client, permettre à la personne qui a envie de savoir ce qui est disponible dans votre point de vente d'y avoir accès de manière virtuelle. Et du coup, ça va permettre de faire venir l'acheteur aussi en boutique. Et là, c'est ce qu'on appelle les techniques du drive to store, notamment via le fait de, par exemple, proposer une livraison à 5 € ou un retrait gratuit en magasin. Le retrait gratuit en magasin, c'est une excellente technique pour faire venir les clients dans le point de vente parce qu'ils vont faire une économie. Et une fois qu'ils seront là sur place, s'ils n'habitent pas loin, ils sont peut-être plus enclins d'acheter autre chose. Et vous allez aussi plus facilement leur proposer des produits complémentaires à leurs achats. Donc, c'est aussi quelque chose qui vraiment est complémentaire. Et ça va aussi évidemment permettre de générer une envie d'achat à distance, puisque le gros avantage d'une boutique en ligne, c'est qu'elle est ouverte 24 heures sur 24. Vous avez des horaires d'ouverture, vous êtes ouvert de 10 h à 18 h du mardi au samedi par exemple, en temps normal évidemment, et on espère y revenir très vite. Mais avec une boutique en ligne, un point de vente virtuel, là évidemment c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et dès qu'on a envie d'avoir une info, on y a accès via votre site web. Alors, je veux quand même préciser que ce n'est pas forcément une nécessité de développer un point de vente virtuel ou d'être référencé sur une plateforme commune de vente en ligne, parce que ça dépend vraiment de votre cible et des produits qui sont vendus. Donc, je le répète, si votre cible, c'est peut-être plus une personne âgée qui n'a pas tendance à commander en ligne, qui est frileuse par rapport à ça, c'est pas forcément pertinent d'être présent. Ça peut aussi être un type de produit. Je pense par exemple à de la lingerie de luxe ou voilà, des produits qui ont beaucoup plus tendance à s'essayer parce qu'en plus ils nécessitent un certain coût. Peut-être que la vente en ligne n'est pas le bon canal, mais quoi qu'il en soit, c'est toujours important de réfléchir avant de lancer une forme d'action de visibilité de communication par rapport à sa cible, si c'est pertinent de le faire ou non. Il se peut que ce ne soit pas le cas. Ce qui est important quand on dispose d'un site de vente en ligne, c'est vraiment de mettre le paquet sur la visibilité du webshop. Donc, c'est vrai qu'il ne suffit pas de disposer d'un site qui est bien léché ou d'être référencé sur une plateforme comme Etsy ou sur une plateforme de vente en ligne commune. Pour vraiment être visible et pour pouvoir drainer des clients sur la plateforme et surtout pour les convertir, il faut idéalement mettre en place une stratégie de communication pour avoir un maximum de visibilité. Et ça, c'est vraiment ce dont j'ai envie de vous parler maintenant un peu plus longuement durant la prochaine demi-heure. C'est comment être visible sur le web et surtout comment gérer ça pour être le plus optimal possible. Puisque ça s'insère vraiment dans un plan de communication global qui va vous permettre de générer des transactions à moyen et long terme. Et c'est vraiment quelque chose de global qui fait partie de votre plan de com et qui doit être considéré comme un outil de visibilité à part entière. Ce qui est important aussi de faire en amont, c'est vraiment de penser au parcours d'achat du client. Puisque en 2020 et depuis en fait peut-être quelques années, en général, quand on se décide en tant que client, en tant que consommateur, quand on se décide à acheter quelque chose, souvent la première chose qu'on va faire, c'est faire sa petite étude de marché en demandant à Google quelles sont les meilleures notes attribuées à telle catégorie de produits. Et si je vais prendre un exemple peut-être plus personnel, j'aime bien cuisiner, je me dis j'ai envie de m'acheter un nouveau robot de cuisine. La question spontanément, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Google quel est selon lui le meilleur robot en fonction de ma catégorie de prix, la catégorie de prix que je suis prête à investir. Je vais regarder sur les grands sites de vente en ligne, on va dire, et puis une fois que j'aurai plus ou moins fait mon choix, là, je vais regarder quels sont les commerces qui, près de chez moi, les vendent. A priori, en temps normal, s'il n'y avait pas le confinement, je me rendrais dans mon point de vente, on va dire, soit proche de mon lieu de travail, soit proche de mon lieu de vie. Ici, je vais devoir le faire à distance, mais il est certain que même à distance,
en tant que consommateur, on va dire, qui a envie de privilégier le local, je vais d'office regarder quels sont les sites de vente en ligne locaux qui le proposent et je vais plutôt privilégier un achat là. Et pourquoi je privilégie un achat là? C'est surtout parce qu'en fait, il y a vraiment une plus-value à acheter même à distance son produit quand on sait qu'il y a un commerce physique qui existe. C'est clair que ça crée un sentiment de confiance parce qu'on sait que s'il y a un problème avec le produit, on peut se tourner directement vers un lieu physique et qu'on aura du conseil. En général aussi, quand vous êtes sur un site de vente en ligne qui est géré par une personne, donc un site de vente en ligne local, on va dire, qui est lié à un commerce, la dynamique n'est pas la même. On sent qu'il y a une atmosphère qui est complètement différente, qu'il y a une expertise derrière, qu'on peut bénéficier de conseils. Et là, c'est vraiment, sur ce point-là, vous pouvez vous démarquer, que ce soit d'un point de vue virtuel ou d'un point de vue physique. C'est vraiment dans la qualité du conseil et dans le fait de donner des informations qui sont complémentaires au produit, de suggérer des utilisations du produit en question et aussi de se montrer disponible même de manière tout à fait virtuelle. Donc avant l'achat, vous allez pouvoir diffuser des conseils. Ça peut être via des articles de blog. Donc si vous mettez en avant un produit, vous pouvez toujours faire un renvoi vers un article spécifique que vous hébergez sur votre blog où vous donnez des conseils sur comment entretenir le produit, comment mieux l'utiliser. Vous pouvez faire une démo en vidéo, ça fonctionne aussi très bien. Et alors aussi, après l'achat, une fois que la personne s'est dit « Ok, c'est bon, je commande », pour faire venir le client en point de vente physique, vous allez notamment pouvoir utiliser la technique du drive to store que j'expliquais brièvement tout à l'heure, c'est-à-dire proposer un retrait gratuit en magasin pour vraiment faire venir le client chez vous et pour éventuellement le fidéliser beaucoup plus facilement, puisqu'un contact physique, il n'y a rien à faire, ça donne une plus-value supplémentaire et ça donne toujours envie de revenir. Et donc ça peut aussi se traduire à travers votre site web en étant présent d'une manière ou d'une autre et en se traduisant aussi via les messages que vous avez diffusés sur vos outils de communication. Alors, comment faire pour, on va dire, vous démarquer dans un site de vente en ligne et dans votre stratégie de communication? Il y a des actions plus ou moins adaptées. Ici, bon, comme je n'ai droit qu'à 1 heure de parole, j'ai décidé de retenir 4 éléments essentiels qui, pour moi, sont vraiment importants pour connaître du succès en matière de vente en ligne. C'est vraiment la première chose, c'est de bien présenter vos produits sur votre site web. Là, on va le voir, c'est une présentation à la fois textuelle et à la fois visuelle. Ensuite, il y a le fait aussi d'optimiser son référencement naturel et local. Le référencement naturel, c'est un sujet qui mérite une formation d'une demi-journée en tant que telle. Si je vais en parler de manière très très brève, mais c'est important d'en tenir compte quand vous créez votre site ou si vous voulez l'améliorer, parce qu'évidemment, ce référencement naturel va vous permettre d'être mieux positionné sur le moteur de recherche et donc d'être plus visible de manière naturelle et gratuite. Et le référencement local, c'est aussi important, parce que si vous disposez d'un point de vente physique, c'est une visibilité supplémentaire qui est accordée à votre point de vente et qui va vous permettre de générer un peu plus de trafic en magasin. Ensuite, il y a évidemment un élément vraiment important, c'est de faire la promotion de vos produits via les réseaux sociaux. Alors, ça peut être une promotion évidemment en direct, notamment en diffusant par exemple des conseils ou des petites capsules vidéo qui parlent de l'utilisation des produits. Ça, on va le voir aussi plus en détail. Et puis après, c'est la mise en place d'actions beaucoup plus diversifiées, notamment des campagnes de publicité payantes, la mise en place de newsletters, éventuellement des systèmes de fidélité online, etc. Là, je vais juste lister quelques exemples, on va en parler brièvement. Sachant qu'il y a encore une présentation demain, je crois que c'est demain, enfin, Victoria et Katia confirmeront, mais sur la stratégie digitale. Ce sera donné en anglais, mais je pense que ce sera complémentaire à ce webinaire-ci, mais donc vous aurez encore plus d'infos, je pense, dans les jours à venir. Donc, je vais essayer d'être le plus succinct possible pour tenir un timing. Alors, pour en venir en détail aux différents conseils que je souhaite aborder, le conseil numéro 1, c'est vraiment de bien présenter vos produits. Alors, ça commence d'abord par une présentation textuelle. Donc, je vous conseille vraiment de toujours garder la même structure pour présenter vos produits de la même façon. C'est important d'avoir cette régularité parce que ça permet à l'internaute, au client virtuel, de voir qu'il y a une structure dans la présentation des produits et que c'est cohérent. Et surtout, c'est important qu'il ait accès aux mêmes informations sur chaque fiche produit. Ce qu'on conseille généralement, c'est vraiment d'avoir d'abord une description de produit qui soit lisible et qui soit relativement courte, puisque c'est vrai qu'en général, sur le web, les gens n'ont pas toujours tendance à lire. Bon, ça, c'est une tendance générale, mais moi, j'avoue que si j'ai envie d'acheter quelque chose en ligne, je vais quand même justement être super attentive au descriptif du produit. Donc, c'est un peu au cas par cas, mais c'est vrai qu'on conseille quand même toujours d'être le plus court, précis. Et la fonction de cette description, c'est vraiment de faire comprendre au client
que la page le produit qu'il a trouvé est bien celui qui lui correspond. Et puis alors seulement après, on va donner plus de détails sur le produit. Donc là, c'est vrai qu'on dit privilégier toujours la concision de l'information et son intelligibilité. Donc il faut être le plus précis possible et que ce soit vraiment le plus réel par rapport au produit en tant que tel. Et tout ce qui est lié aux détails techniques, souvent, on conseille de les dissocier de la description du produit, on doit les mettre plus bas. Ça, c'est vraiment pour ne pas allonger ni perturber la lecture, parce que c'est vrai qu'on a tendance à être paresseux, à pas trop lire, mais ça reste important qu'il soit présent. Alors c'est vrai que sur les grands sites de vente en ligne, je prends par exemple la Fnac, je pense qu'il y a un petit onglet, il y a un petit descriptif très court, et puis il y a un petit onglet où on clique dessus, et là, l'onglet s'allonge, et on a vraiment toutes les caractéristiques techniques. Alors évidemment, si vous développez votre site web vous-même, ou même si vous faites un appel à un professionnel pour développer votre site de vente en ligne, vous n'aurez pas forcément un budget exponentiel, surtout, je pense, en cette période de crise, où clairement, le budget, c'est quelque chose de super important, auquel vous devez être très regardant. Il y a quand même moyen, en fait, de mettre en place des choses qui vont vous permettre de faire ça simplement. Ici, j'ai repris l'exemple du site de vente en ligne du Phare du Canal. Donc, le Phare du Canal qui est actif notamment dans l'Horeca et qui donc pour l'instant a dû fermer ses portes. Donc la gérante du Phare a créé un site de vente en ligne via Shopify. Je pense qu'elle l'a créé elle-même. Le résultat est plutôt pas mal et la vente de produits est vraiment axée autour de tout ce qui est pâtisserie, sucrerie. Et ici, j'ai pris l'exemple d'une boîte de 10 cookies. Donc, clairement, il ne faut pas rentrer énormément dans le détail, mais la première page, les premiers éléments textuels qu'on voit, c'est le choix des types de cookies qu'on veut commander. Puis on peut les ajouter au panier ou les commander directement. Et puis en dessous, si on scrolle un petit peu plus bas, là, on a vraiment le détail du produit en tant que tel. Alors, c'est vrai que ça peut paraître assez long, mais ce qui est bien fait, ce qui est bien pensé, c'est qu'on a d'abord la présentation, on va dire, avec un volet peut-être plus commercial. Donc, on parle des délicieux cookies qui sont disponibles à la livraison, les différents types de cookies. Et puis après, on a les ingrédients qui sont repris dans chaque produit, avec les allergènes, ça c'est toujours super important. Et puis après, les infos pratiques par rapport à la livraison. Donc ça, c'est une présentation qui est vraiment très simple et qui en soi fonctionne, qui permet de ne pas se prendre la tête. On a accès à toute l'info. Si on n'a pas envie de tout lire, on ne lit pas. Mais au moins, l'essentiel de l'info est là. Donc ça fonctionne bien et ça demande, on va dire, pas trop d'un investissement pécunier pour le faire. Donc c'est voilà, un bon exemple. Et si vous avez envie de cookies, je vous conseille de jeter un œil à son site parce que tout a l'air très bon. Autre élément au niveau de la présentation de vos produits, c'est évidemment la photo. Donc c'est l'aspect visuel. C'est évidemment très très important puisque quand on achète en ligne, on achète uniquement sur base de ce qu'on voit à son écran et donc il faut tout faire pour que les éléments visuels soient les plus alléchants possibles et donnent le plus envie. Alors évidemment, il y a une différence entre la photo food et la photo de produit. Il est clair que ce qu'on conseille toujours et qui est accessible, c'est de prendre des photos sous plusieurs angles de vue, de faire des gros plans aussi. Donc, si on a un produit textile, par exemple, faire des gros plans, ça va permettre de voir les finitions et de mieux percevoir l'objet, de mettre en évidence certaines parties et de vraiment mettre en avant ce produit-là. Alors, il est clair qu'idéalement, il faut vraiment bien calculer ces angles de vue, proposer plusieurs photos, travailler l'ambiance, la mise en scène, la luminosité pour que ça vous ressemble plus. Ici, j'ai remis 2 exemples différents, mais donc, vous pouvez partir sur quelque chose de très clair, dans des tons vraiment très, très lumineux, ou quelque chose de beaucoup plus foncé en essayant de créer une ambiance beaucoup plus cuir ou voilà, plus cosy ou plus intimiste. C'est important de réfléchir en amont à la mise en scène avec laquelle vous voulez travailler parce qu'il faut que ça vous ressemble sur votre site d'e-commerce. Mais c'est clairement pas obligatoire, on va dire, de passer par des professionnels et par des photographes pour faire des photos qui fonctionnent vraiment très bien. C'est vrai qu'il y a une idée reçue qui est que pour réussir des photos de produits, il faut un super bon matériel qui coûte super cher, il faut être super compétent en termes de prise de vue, il faut des éclairages complémentaires, il faut faire de la retouche et du détourage. Alors évidemment, si vous être compétent pour le faire, c'est génial parce que vous allez avoir un résultat qui sera super chouette. Mais en règle générale, c'est pas votre métier principal que de faire de la photo. Alors on peut se former, regarder des tutos sur Internet, mais c'est clair que ça ne remplacera jamais vraiment le travail d'un photographe qui fera ça très bien. Il peut vous proposer des packshots à des tarifs assez avantageux. Mais de nouveau, je pense qu'à l'heure actuelle, le budget, on va le consacrer à se relancer et pas forcément à investir dans de la sous-traitance. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez faire des photos vous-même, même si ça ne remplace jamais le travail d'un pro, mais qu'il y a moyen d'avoir un rendu qui est vraiment très bon. Ici, j'ai repris différents exemples. Là, j'ai choisi des articles. Enfin, c'est une marque Agnès et Thérèse, c'est une marque de
d'articles textiles produits, fabriqués à la main en Belgique avec des cotons, enfin des matières premières au Oecotex, certifiées au Oecotex. Et donc là, la créatrice de la marque prend ses photos elle-même. Et donc, c'est vraiment en fait une mise en scène qui est toujours la même, mais qui est surtout très simple. Donc, on a toujours une vue top shot, donc vue du dessus de l'article en question, avec une légère mise en scène sur un fond qui est plus ou moins neutre. Et on reste dans les mêmes tons de photos et aussi plus ou moins chaque fois la même prise de vue avec le petit, on voit le petit crochet sur le bout, enfin, je ne sais pas comment le nommer, mais qui a un peu son empreinte visuelle et donc elle fait le focus là-dessus. Quand on voit la page de présentation des différents produits, ben, c'est super cohérent. Et si on rentre vraiment sur le produit en tant que tel, là, on a 3 photos, on va dire, génériques du produit qui est présenté de manière neutre. Elle fait vraiment le focus sur les différents éléments et les différents formats du coussin. Et puis, il y a une photo de mise en scène du produit. Et c'est vraiment fait à la main. Ça peut être fait assez simplement et ça peut très bien fonctionner. Autre exemple ici avec les bougies Aimez-vous les uns les autres, donc c'est des bougies qui sont cirées qui sont coulées à la main avec de la cire de soja. Donc là, il y a un point de vente physique dans les Marolles et les bougies sont aussi vendues via une plateforme de vente, enfin, via un site web dédié. Et donc là, de nouveau, la présentation est toujours la même et est assez simple. Moi aussi, on a un gros shooté à l'arrière qui demande peut-être un peu de maîtriser, d'avoir un bon appareil photo. Mais en soi, la présentation est toujours identique. On pose des bougies sur le plan de travail, le fond est toujours le même, l'angle de vue est toujours le même et ça fonctionne aussi vraiment très bien. Autre exemple, plus dans une autre catégorie de produits, mais pour donc les bières de quartier. Donc ça, c'est des bières qui sont vendues via la plateforme Je soutiens Monoreca, qui a été créée suite à la crise du Covid. Il y a aussi donc la possibilité de commander des packs de bières de quartier en ligne. Et donc là, de nouveau, la présentation des produits est hyper simple. C'est une bouteille qui est posée dans le coin à gauche. Elle est posée à même le sol. On a une vue plongeante sur le pas d'une porte avec la porte qui est ouverte et la caisse de bière de quartier avec le logo qui apparaît en arrière-plan. Donc c'est super simple, mais en soi ça donne vraiment bien parce que c'est cohérent, toutes les photos sont prises sur le même angle de vue et c'est chaque fois le produit qui est changé. Et ça ne demande pas, je pense, un investissement ni un achat en termes de matériel, ça peut tout à fait être fait avec un smartphone et ça peut vraiment bien fonctionner. Ce qui compte, c'est que la photo soit claire, ne soit pas floue et qu'il y ait une cohérence entre les différentes façons de présenter le produit. Voilà, c'était pour la partie mes conseillers m'auront bien présenter ces produits. Alors ensuite, il faut aussi idéalement bien bosser votre référencement naturel et local. Alors là, j'aimerais vraiment être beaucoup plus longue, mais je ne vais pas pouvoir le faire. Mais ce que je veux vous conseiller, c'est vraiment quand vous créez votre site de vente en ligne, ou même s'il est déjà créé, c'est vraiment bien penser à la façon dont vous pouvez être référencé sur le moteur de recherche et donc de travailler sur le texte de présentation de votre page produit en le construisant autour de 2 ou 3 mots-clés principaux que vous puissiez optimiser votre visibilité sur le moteur de recherche pour quand une personne se pose une question, alors je veux acheter, c'est bientôt la fête des mères, donc je prends un exemple, je veux acheter une bougie parfumée pour la fête des mères, enfin qu'elle tape bougie Bruxelles, bougie naturelle Bruxelles. Mais si vous optimisez sur votre présence sur ces mots-clés-là, vous allez beaucoup plus facilement apparaître dans les résultats de recherche. Donc, c'est optimiser vos éléments qui sont liés aux balises métadescription, balises title, à vos balises HTML. Bon, évidemment, ça peut paraître un peu nébuleux, mais ça reste accessible. Et si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez me contacter après la présentation, on peut en parler plus longuement. C'est aussi rédiger des articles de blog en lien avec le produit sur le site. C'est insister sur ce mot-clé dans votre texte et c'est aussi, bien sûr, maintenir votre site à jour. Le fait d'avoir un site qui affiche ses informations de contact des informations de contact qui fonctionnent, d'avoir un agenda qui répertorie vos événements et d'avoir des articles de blog qui alimentent le site régulièrement, ça permet vraiment de renforcer votre position sur les moteurs de recherche. De nouveau, ici, j'ai pris l'exemple d'Aimez-vous les uns les autres. Mais ici, en fait, le mot-clé de référence, c'est bougie. Si on fait attention, en fait, quand on lit le texte, je pense qu'il est répété 5 fois, le mot-clé bougie. En soi, c'est pas du tout choquant, mais il est aussi présent au niveau des balises. Et donc, ça permet vraiment d'améliorer le positionnement sur les moteurs de recherche, tout en étant tout à fait cohérent, en ne faisant pas du bourrage de mots-clés inutile. Et donc, ça passe très bien d'un point de vue par rapport au consommateur final.
Autre élément, donc référencement naturel pour être visible sur les moteurs de recherche, mais référencement local aussi très important, surtout si vous avez un point de vente physique, enfin, c'est évidemment important. Et alors là, on a deux techniques, on va dire, de marketing. Il y a le store locator qui va permettre de référencer votre magasin à proximité du prospect. Donc là, c'est vraiment par rapport au point de vente physique, on va dire que c'est intéressant dans le sens où si je me trouve par exemple dans le quartier du Châtelain et que je veux faire une recherche sur vêtements pour enfants bio-éthiques, mais là, a priori, un des premiers résultats que je vais voir apparaître, parce qu'il se trouve autour de moi, ça va être par exemple la boutique Bonjour Maurice qui répond à ce besoin-là. Et donc là, on va vraiment pouvoir situer le magasin physique à proximité de soi-même grâce à ce référencement sur Google My Business. Et puis alors, il y a aussi une fonctionnalité supplémentaire qui est liée à Google Shopping, et donc c'est vraiment le stock locator. Donc là, ça va permettre d'indiquer si le produit que je recherche est disponible dans un magasin à proximité de là où je me trouve. Donc ça, c'est de nouveau des choses qu'il faudrait également discuter plus en détail, mais je m'en tiendrai à vous dire que pour y arriver, c'est super important de vous référencer sur Google My Business. Donc, si j'ai repris l'exemple de Oribani, donc une boutique spécialisée dans les articles éco-responsables, ben, la fiche produit, enfin la fiche entreprise de Oribani est à jour et donc on va pouvoir plus facilement si je tape recherche de cadeaux autour de moi, ça va être Oribani qui va sortir plus facilement si je suis à proximité du commerce parce qu'elle est bien référencée sur Google My Business. Donc, c'est un élément dont il faut tenir compte aussi pour avoir une meilleure visibilité et pour éventuellement vendre plus facilement vos produits. Troisième conseil, c'est être présent et être actif sur les réseaux sociaux. Ça, je pense que c'est essentiel, que vous fassiez de la vente en ligne ou pas. Si vous avez juste un commerce physique, il est clair qu'une présence régulière sur les réseaux sociaux, ça va vous apporter une bien meilleure visibilité et un bien meilleur bouche à oreille parce que ça reste super important. Et si en plus vous combinez ça à de la vente en ligne, ben, il est clair que c'est important de parler de vos produits et de votre site web sur ce canal-là, puisque c'est en fait sur les réseaux sociaux que les internautes passent la majeure partie de leur temps. Quand on est connecté à Internet, souvent on est connecté via mobile, mais on est surtout en général, on passe en moyenne 5 heures par jour sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, ça tient compte des applications de messagerie, donc Messenger et WhatsApp sont considérés comme des réseaux sociaux. Voilà, il n'empêche que ça reste un élément important de notre vie. Et donc c'est là que vous allez vraiment pouvoir toucher et fidéliser vos clients. Et évidemment, c'est super important si vous avez un site de vente en ligne d'en faire la promo sur vos réseaux sociaux, surtout en cette période-ci. Si j'ai repris comme exemple Upinette, qui est un point de vente, il y a 2 points de vente à Bruxelles, c'est du vêtement principalement pour femmes. Elle a lancé son webshop durant la période Covid, donc je pense que c'était la semaine dernière, mais il est clair qu'il faut en faire la promo à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux, puisque c'est important de le faire savoir. Alors, quand on a un site de vente en ligne, le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir mettre en place des actions promotionnelles et profiter notamment des saisons. Donc, si je reprends l'exemple de la fête des mères qui approche, il est clair que voilà, c'est, je pense, le 11 mai en Belgique. C'est important de se dire que même si on est fermé, mais qu'on peut quand même proposer une solution de vente à distance, c'est important de le dire à son public et de mettre en avant les solutions qui s'offrent à lui. Donc là, je pense qu'on va, enfin, pas tous, mais en tout cas, on a tendance à vouloir offrir un cadeau pour sa mère. On n'a pas toujours tendance à avoir des idées. Et donc, c'est là que vous allez apporter votre plus-value parce que vous avez quelque chose, certes, à vendre, mais vous apportez aussi une réponse à un besoin du consommateur. Donc, n'hésitez pas à communiquer là-dessus et à expliquer les moyens d'achat de ce produit. Ce qui se peut aussi que vous ne disposiez pas encore de site de vente en ligne, mais vous pouvez quand même organiser la vente à distance via Facebook, via une newsletter, via les réseaux sociaux de manière plus générale. Et là, ce qui est aussi important, c'est vraiment de capitaliser sur votre expertise et de continuer à diffuser des conseils. Parce que c'est vrai qu'une présence sur les réseaux sociaux, elle est appréciée si vous avez quelque chose qui apporte une plus-value à l'utilisateur final que vous pouvez lui partager. Et donc, diffuser des informations qui sont vraiment liées à des conseils, à votre expertise, à des trucs et astuces, ça reste extrêmement important et extrêmement recherché sur les réseaux sociaux. En plus aussi de partager des informations ou peut-être des informations plus clin d'œil sur ce qui se passe dans les coulisses de votre magasin, puisque vraiment la recherche de proximité, ce besoin de contact reste aussi très important sur les réseaux sociaux. Et comme je dis, que vous fassiez de l'e-commerce ou pas, renforcer votre visibilité, ça passe par une présence régulière sur les réseaux sociaux et c'est donc important d'être vraiment créatif, original et d'être décalé. Il ne faut pas avoir peur de ça, parce qu'en général, c'est ce qui fonctionne le mieux. Peut-être juste
un petit mot par rapport au fait de communiquer en temps de crise. Et là, on dépasse peut-être le volet simplement e-commerce. Mais quand vous avez un point de vente, un commerce qui est fermé, qui est malheureusement fermé étant donné les conditions actuelles, c'est important de continuer à communiquer. Que ce soit une activité Horeca qui tombe plus du tout ou un commerce de vente de produits qui est complètement à l'arrêt. Je vous conseille de continuer à communiquer, donner des nouvelles de ce qui se passe de temps en temps, parler aussi de votre ressenti, de votre vécu, parce que les gens sont quand même fort à l'écoute en ce moment. Pensez aussi à véhiculer des messages positifs. Alors, il ne faut pas non plus faire l'autruche et faire abstraction de tout ce qui se passe, mais c'est clair que dans tout ce qui se passe, il y a quand même toujours des initiatives positives qui voient le jour. On peut aussi profiter de ce temps pour faire d'autres choses et notamment créer son site e-commerce. Tout ça, c'est important d'en parler dans votre communication, de le diffuser sur les réseaux sociaux parce que c'est recherché et ça montre aussi que vous êtes toujours là et qu'on peut continuer à compter sur vous et sur votre présence pour l'après-Covid parce que vos clients aussi, ils ont envie de vous soutenir et je pense qu'ils seront là aussi une fois qu'il y aura une réouverture. Ici, j'ai repris aussi un exemple de Agnès et Thérèse qui explique comment elle vit son confinement. C'est des petites choses que vous pouvez faire aussi assez facilement. Je vous encourage à partager sur vos réseaux sociaux. Et par contre, il est clair que ce qu'il faudrait idéalement éviter, c'est de ne plus communiquer du tout. Alors, c'est clair que vous allez avoir une baisse de régime, mais c'est tout à fait normal. Mais c'est toujours important de continuer à donner des nouvelles, ne fût-ce qu'une fois par semaine, pour vraiment avoir une communauté qui continue à vivre et surtout montrer que vous êtes toujours là et que même s'il y a de l'incertitude, vous serez encore là demain. Et ce qu'il faut aussi éviter, c'est effectivement d'essayer de vendre à tout prix. C'est vrai qu'évidemment, si vous développez un webshop, vous avez besoin de ça pour soutenir l'arrêt complet de l'activité physique. C'est pas non plus pour ça qu'il faut ne parler que de ce sujet-là. Donc, continuez à diffuser des messages, des conseils, des messages intéressants, continuez à partager des photos de behind the scene, continuez aussi à parler de votre activité quotidienne, ne faites pas 100% de commercial. Et donc là, j'ai repris un exemple de WhatsApp qui s'est lancé dans la formule traiteur et donc ils ont simplement diffusé une photo de préparation des commandes, mais en fait, ça fonctionne super bien. Voilà, c'est en lien avec ce qui se passe pour l'instant et c'est aussi donner des nouvelles et c'est dire qu'ils sont là et qu'ils sont présents pour continuer leur activité. Enfin, dernier conseil, quatrième conseil, c'est vraiment aussi de penser à diversifier vos actions de communication. Alors, ça passe notamment par l'envoi de newsletters et d'emailing pour parler justement d'une action de vente à distance. C'est partager aussi l'info par rapport à votre site web dans des groupes spécialisés, dans des groupes Facebook spécialisés. Donc, par exemple, des groupes qui parlent de ce qui se passe à Scarbeck ou dans des groupes plus spécifiques. C'est aussi éventuellement vous référencer via certaines plateformes spécifiques qui sont dédiées à ça. Et c'est aussi éventuellement vous associer avec d'autres commerces ou influenceurs, etc. Alors en termes d'exemple, si on y répertorie quelques-uns, notamment la newsletter. La newsletter, ça reste, si vous avez une base de données avec des adresses email de clients, ça reste intéressant de l'utiliser pour prévenir vos clients que vous avez créé votre site de vente en ligne ou pour éventuellement simplement prévenir vos clients pour leur dire que malgré le fait que vous soyez fermé, vous prenez des commandes à distance pour l'Horeca ou vous pouvez tout à fait prendre des photos des produits dont vous disposez en boutique et organiser des livraisons à distance. Ici, dans le cas de Oser Concept, il n'y a pas de site de vente en ligne existant, mais il y a un emailing qui a été envoyé pour dire qu'il était possible de commander des chaussures, enfin des baskets spécifiques. Donc ça peut très bien fonctionner. Ça montre aussi qu'on n'est pas obligé d'avoir une plateforme de vente en ligne pour quand même faire de la vente à distance. Vous pouvez faire ça de manière peut-être plus artisanale, mais quand même toucher une certaine forme de public et répondre à de la demande. Pour ce qui est aussi des publications Facebook sponsorisées, c'est vrai que c'est l'occasion de tester, d'en faire, même si évidemment ça demande du budget et que le budget, vous ne l'avez pas nécessairement à disposition à l'heure actuelle. J'ai repris ici l'exemple de bière de quartier, donc qui vend ses bières de quartier via la plateforme Je soutiens mon Horeca de quartier. Donc il y a un montant qui est versé à la plateforme en guise de soutien vraiment financier. Mais ils ont lancé une campagne payante sur Facebook. Et il est clair que voilà, le message, c'est faites le tour des quartiers bruxellois sans quitter votre canapé. C'est un message décalé qui correspond bien à l'actualité. Et en plus, ça permet de promouvoir la plateforme de vente en ligne. Donc c'est aussi un bon moyen de bénéficier d'une meilleure visibilité et d'en tirer le meilleur parti. Autre exemple dont je parlais de vous référencer sur des plateformes qui répertorient les différents sites de vente en ligne. Et là, j'en ai épinglé deux. Donc, il y a Belgian Corner. Donc, c'est belgian-corner.be.
Donc là, vous pouvez, si vous avez un site de vente en ligne, vous référencer gratuitement dessus. Donc c'est une initiative, en tout cas qui n'est pas commerciale. Donc si vous voyez dans le bandeau en haut à droite, il y a ajouter une annonce gratuite, gratuitement. Donc là, vous pouvez compléter une fiche et ensuite, une fois que la fiche est validée, vous êtes répertorié sur le site et donc vous voyez qu'il répertorie les sites de vente en ligne en fonction de grandes catégories. Donc ça peut être un bon moyen de faire la promotion de votre web shop. Autre initiative, ce sont les e-shops belges. Donc, c'est aussi un site web qui répertorie, donc sur le même principe que Belgian Corner, tous les e-shops qui sont actifs en Belgique. Donc, de nouveau, système d'inscription via leur site pour bénéficier d'un onglet qui renvoie vers votre site de vente en ligne. Donc, à explorer aussi si vous souhaitez augmenter la visibilité de votre plateforme. Quand je parlais des groupes Facebook spécialisés, donc ça peut être des groupes locaux par rapport au quartier dans lequel vous habitez ou donc, par rapport au quartier dans lequel votre commerce est implanté. Ce qui existe aussi, c'est des groupes peut-être plus en lien avec l'activité Horeca ou commerciale. Alors là, je fais la promo du super groupe Facebook de l'équipe Retail. Donc, on a créé une communauté Facebook où les membres de l'équipe Retail, nous, de Hub Bruxelles, on partage des informations en lien avec le secteur de l'Horeca et du commerce de détail. Il y a des conseils sur notamment comment utiliser son site e-commerce. On parle aussi des nouvelles ouvertures des candidats qu'on accompagne. Et c'est surtout le jeudi, c'est le jour de la promotion, de l'autopromo. Donc le jeudi, vous avez la possibilité de publier des annonces pour vraiment mettre en avant votre activité. Donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe. Donc c'est je mets en fait le lien est dans la présentation, mais si vous ne pouvez pas attendre, c'est sur facebook.com/groups en anglais et au pluriel, je crois que c'est hub.brussels.retail. Enfin, vous le trouverez si vous tapez retail dans votre barre de recherche. Mais donc, voilà, si vous êtes un commerce et que vous voulez un peu plus de visibilité, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook. Et alors, j'ai aussi indiqué dans la présentation un lien vers un site de la RTBF qui répertorie différentes plateformes de soutien qui existent et surtout des commerces de proximité qui sont encore actifs. Il y a différentes initiatives comme la plateforme Locaux pour tout ce qui est plutôt consommation locale. Donc là, on est plus sur des produits alimentaires. Mais il y a différentes choses d'initiatives, donc n'hésitez pas à jeter un œil et le lien est dans la présentation que vous recevrez donc après le webinaire. Alors au niveau de l'Horeca, c'est vrai que j'en ai peut-être pas beaucoup parlé, donc je vais faire juste un petit focus, mais est-ce que e-commerce et Horeca c'est compatible quand on est vraiment un restaurant et qu'on ne fait pas forcément de livraison ou de takeaway? C'est vrai que ça peut être une question qui peut se poser. C'est clair que l'avantage de se lancer dans l'e-commerce quand on est actif dans l'Horeca, c'est que ça ne nécessite pas forcément de développer votre propre site, puisque vous pouvez le faire via les plateformes de livraison, genre Uber Eats, Deliveroo, Takeaway pour ne pas les citer. Donc évidemment, ça facilite énormément le travail puisque vous ne devez pas créer un site de vente en ligne ou vous ne devez pas forcément mettre en place une stratégie de communication autour de ça parce que c'est la plateforme qui vous assure une visibilité locale sélective. Donc c'est clair que ça a beaucoup d'avantages. Ça vous permet de choisir de n'être présent que dans certaines villes où ces systèmes sont aussi opérationnels. Mais évidemment, il y a un coût qui est lié à la commission qui est prise par la plateforme et le coût des offres promotionnelles aussi pour pouvoir être mis en avant parce que des fois c'est vrai que vous pouvez être répertorié dessus mais ne pas forcément avoir de bénéfices directs et il faut donc payer pour tirer une meilleure visibilité de cette plateforme. Alors je pense que créer un site e-commerce pour de l'Horeca, ça peut être pertinent et particulièrement cette période-ci qui forcément n'est pas représentative, mais quoi qu'il en soit, on va peut-être être amené vers un changement de comportement des consommateurs, donc ça peut vraiment être très intéressant de l'envisager parce que ça va permettre à votre clientèle de commander peut-être certains produits qu'on ne retrouve pas via les plateformes de vente en ligne et ça peut aussi vous permettre à vous d'optimiser les commandes à distance. Donc, parmi les avantages que j'ai répertoriés, c'est que oui, ça peut vous permettre d'être plus créatif que simplement livrer des repas chauds à distance. Parce que c'est vrai que vous pouvez proposer des box repas ou des box thématiques. Ça peut être la box petit déjeuner pour la fête des mères, la box brunch à domicile. Donc c'est clair que ça des choses qui peuvent être vraiment beaucoup plus variées et différentes. Ça vous permet aussi de renforcer votre identité de marque, puisque le fait de commander via une plateforme de vente en ligne qui vous est entièrement dédiée en tant que restaurant, ça vous identifie de manière beaucoup plus forte et ça fidélise aussi beaucoup plus la clientèle.
Si vous gérez les commandes à distance déjà à l'heure actuelle, mais pas via une plateforme virtuelle, ben, ça peut vous permettre aussi de gérer ça de façon plus facile parce que ça passe uniquement par le digital. Et alors là, les gens ne vous appellent plus pour commander, pour venir retirer sur place. Et alors, il y a aussi, par rapport à la clientèle plus jeune et qui est de plus en plus présente sur le marché de l'ORECA, ben, c'est que c'est beaucoup plus confortable pour ceux-là. Donc, c'est important d'en tenir compte aussi puisqu'ils font partie des consommateurs de demain et voire même d'aujourd'hui. Donc, ça reste essentiel. J'ai repris de nouveau quelques exemples par rapport à cette question spécifique. Donc là, c'est avec Barge. Barge qui est un restaurant à Bruxelles, donc qui propose toutes les semaines un menu différent qui est livré le jeudi, du jeudi au dimanche. Et donc il y a un choix parmi certains produits. Donc ils ont communiqué l'information via les réseaux sociaux, donc sur Facebook et sur Instagram principalement. Ils ont fait un article de blog sur leur site. Donc c'est sur leur site qu'on trouve aussi en grande partie l'information. C'est la même communication en fait, avec les mêmes visuels, enfin c'est le même texte. Et alors en fait, eux ne disposent pas d'une plateforme de vente en ligne sur leur site ou ne sont pas sur un système de livraison à distance. Par contre, ils utilisent Rezengo, donc plateforme de réservation, pour faire la réservation du produit et ils gèrent ensuite la livraison à domicile. Donc ça, je trouve que c'était une chouette manière de s'approprier l'e-commerce dans leur cas sans pour autant être sur Uber Eats ou avoir son propre site de vente en ligne. Donc ça fonctionne aussi très bien. Autre façon aussi de promouvoir la vente à distance, ben, c'est de prévoir sur son site un onglet commander. Et alors là, on est directement renvoyé vers Deliveroo. Bon, là, j'ai pris l'exemple de chez Morissette qui malheureusement est fermé pour l'instant. Mais donc, vous pouvez aussi vraiment rattacher un onglet commande sur une plateforme de vente en ligne via votre site web pour pouvoir faire le lien entre les deux, ce qui est assez pertinent. Et l'autre élément aussi, c'est peut-être vous associer avec d'autres acteurs de l'ORECA. Donc là, de nouveau, j'ai pris l'exemple de Hotap qui propose des box repas et en fait, les commandes se font notamment via un site mutualisé avec Grain. Mon Grain, c'est la boulangerie qui est liée à Hotap. Mais il y a aussi Rebelle qui est spécialisé dans les vins, enfin qui est un bar à vin spécialisé dans les vins naturels. Donc sur leur site commun, donc qui est Wild Farming, on a la possibilité de commander des paniers repas du restaurant Hotap, des paniers brunch de la boulangerie Grain, et on peut aussi commander des bouteilles de vin du bar à vin Rebelle qui pour l'instant est fermé. Donc c'est une bonne manière aussi de mutualiser les efforts et de proposer une offre de produits qui est vraiment adaptée à la situation actuelle, évidemment, mais aussi des produits beaucoup plus originaux et qu'on n'a pas l'habitude de voir habituellement. Alors, pour terminer, les dernières choses que je voulais vous dire, c'est que pour connaître le succès avec la vente en ligne combinée à un point de vente physique, c'est super important, évidemment, de s'organiser et d'avoir une stratégie digitale qui va vous permettre de promouvoir votre e-shop. Alors, débuter dans la vente en ligne, donc que ce soit via la création d'un site web ou via une commande ou les réseaux sociaux ou une plateforme externe, ça se prépare et ça demande vraiment un plan de communication. Donc, je vous invite, si vous êtes fermé durant cette période et que vous vous lancez vraiment dans la révision de votre communication, je vous invite à vraiment préparer et planifier vos actions de com en les répertoriant via notamment un calendrier éditorial. Parce que c'est vraiment ça qui va être la clé du succès, je pense, par la suite. Vous allez pouvoir réfléchir aux messages que vous voulez diffuser. Vous allez aussi pouvoir réfléchir aux photos que vous voulez diffuser, peut-être en produire vous-même, faire des essais, voir comment les choses peuvent s'agencer pour le mieux. Et ça va aussi, surtout, au final, vous permettre d'augmenter le nombre de ventes. Ici, je reprends toujours le même exemple, mais j'insiste toujours sur l'importance de disposer d'un calendrier éditorial avec une vue annuelle, parce que ça vous permet vraiment de vous rendre compte de tous les événements de l'année qui arrivent et surtout d'identifier les événements sur lesquels vous allez absolument devoir communiquer. Si vous êtes une boutique et que vous vendez des produits cadeaux, il est clair que des périodes comme la Saint-Valentin, la fête des mères, les communions, les mariages, même si on aura peut-être probablement pas cette année, mais bon, voilà, tout ce qui est rentrée scolaire et puis alors les fêtes de fin d'année, ben, vous savez que c'est des moments clés pour vous parce que c'est à cette période-là que vous allez générer le plus gros de votre chiffre d'affaires. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir le planifier en amont et de planifier vos actions de com qui seront liées à ces grands événements. C'est aussi important pour vous, si vous souhaitez organiser vos propres événements de promotion, de pouvoir les planifier à l'avance et de pouvoir prévoir quand vous allez communiquer à ce sujet-là. Ça vous permet aussi d'agencer et
d'épingler toutes les actions de communication que vous mettez en place, parce que ce n'est pas simplement pour vos réseaux sociaux que ça vous sera utile, ce sera aussi utile pour prévoir les articles de blog que vous voulez publier éventuellement, ou des newsletters que vous voulez envoyer pour faire la promotion de tel ou tel événement. Donc c'est clair que ça facilite vraiment la vie et ça vous permet d'être efficace sur le long terme. Et l'efficacité dans une communication bien structurée, ça permet vraiment d'augmenter, si pas les ventes, au minimum la fidélité de vos clients. Et ça reste vraiment très important. Et je pense que c'est vraiment maintenant que vous pouvez en profiter pour le faire, parce que voilà, si vous êtes fermé, la situation étant ce qu'elle est, il faut essayer d'en tirer meilleur parti et de dire que c'est maintenant jamais que vous bossez sur votre stratégie de communication pour être le plus opérationnel possible une fois que vous réouvrirez. Je vous conseille donc dans ce calendrier éditorial de répertorier tous les grands événements de l'année. Alors là, il y a un super calendrier qui est édité par Qualifio, qui répertorie mois par mois tous les grands événements du mois en cours. C'est très visuel, c'est super bien fait. Et alors, quand je parle des grands événements, c'est les grands événements comme la Saint-Valentin, des choses qu'on sait, mais c'est aussi genre la sortie de Star Wars, du nouveau Star Wars, genre le festival de Cannes, même si de nouveau il n'a pas lieu, la Fashion Week, mais c'est aussi des informations comme la journée internationale de, voilà, des choses peut-être plus ludiques. En Suisse, c'est la journée sans écran. Enfin, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez peut-être vous rattacher pour communiquer et qui vont vous permettre d'être d'autant plus pertinents parce que ça va vraiment coller à la réalité de nos clients, parce que c'est des choses que eux vivent et donc du coup ils se sentiront d'autant plus impactés par le message que vous souhaitez diffuser. Alors ce calendrier en question, il est téléchargeable sur le blog de Qualifio, mais vous allez le recevoir en même temps que la présentation, que cette présentation aussi. Et alors le calendrier éditorial aussi, vous allez recevoir un exemple de calendrier éditorial qui est vierge et que vous pouvez compléter et adapter à votre guise. Comme ça, pas d'excuse, vous pourrez le faire pendant votre arrêt forcé si c'est les conditions dans lesquelles vous êtes pour l'instant. Juste simplement ajouter qu'au niveau du calendrier éditorial, les gros avantages, c'est que ça vous permet de vous organiser, de vous planifier, enfin de planifier vos communications. Si vous êtes plusieurs à travailler sur le projet aussi, à gérer votre communication, ben, ça vous permet de valider les contenus, donc c'est toujours utile. Ça vous permet aussi de mieux ventiler le contenu dans le temps, parce que c'est vrai qu'il faut toujours être mieux privilégier la régularité, donc c'est-à-dire vous dire que vous publiez 3 ou 4 fois par semaine plutôt que de faire 3 fois le même jour et plus rien pendant 5 jours. Donc ça permet aussi d'avoir une vue beaucoup plus pertinente sur ce que vous faites et surtout d'avoir une vue globale sur le mois. Alors, les avantages, il y a effectivement une perte de spontanéité, le fait qu'il faut absolument anticiper des sujets qu'on ne peut pas tout anticiper. Ben, c'est sûr que ça, on l'a vu, on ne peut pas toujours tout anticiper. Cela étant dit, vous pouvez toujours prévoir des moments où il n'y a pas de communication prévue, mais communiquer de manière plus spontanée en fonction de ce qui se passe. Et ça peut quand même toujours, c'est vrai que la créativité peut être mise à rude épreuve, mais ça, voilà, ça ne bloque pas non plus complètement les choses, puisque vous allez toujours pouvoir vous accorder un peu de latitude. Et alors, de ce calendrier éditorial, en fait, en général, découle le plan de publication. Et le plan de publication, ça, c'est vraiment spécifiquement dédié au contenu que vous allez produire, que vous allez diffuser sur les réseaux sociaux ou via vos newsletters. Et ça vous permet d'avoir vraiment une vue sur tout ce que vous allez publier. Et notamment, ça vous permet d'assurer une présence régulière et réfléchie sur les réseaux sociaux. Donc là, le plan de publication, ça peut passer simplement par un fichier Excel. Donc si j'ai mis des screenshots en exemple, donc soit vous avez une vue mensuelle, soit une vue linéaire, où vous prévoyez vos contenus à l'avance mois par mois. Vous pouvez le faire aussi via Google Calendar. Ça, c'est un avantage si vous si vous partagez la gestion de vos réseaux sociaux et que vous êtes plusieurs à travailler sur le projet, vous pouvez mutualiser toutes les infos. Et ça se fait en ligne dans le cloud. Et alors, il y a aussi un chouette outil que moi, je recommande beaucoup, même si je ne l'utilise plus. Pour l'instant, en tout cas, je l'ai beaucoup utilisé l'année dernière, c'est Trello. Parce qu'en termes de gestion de projet, si vous êtes vous avez différentes choses à penser, ça permet vraiment de créer des listes, des to-do et de vous faciliter un peu la vie. Vous pouvez avoir une vision aussi de nouveau très mensuelle ou linéaire, mais si vous vous appropriez l'outil, il est vraiment très bien, il est gratuit et il est disponible en ligne. Il y a aussi une application sur mobile. Donc voilà. Donc pour dernière chose à dire, c'est que la planification, c'est l'organisation. Pardon.
Donc, l'éclair que vous organisez à l'avance, ça va vraiment vous permettre de gagner un temps qui est très précieux. Et ce temps gagné, ça va vous permettre de vous consacrer sur le corps de votre business, qui est vraiment de gérer votre point de vente en ligne ou votre point de vente physique. Ça va vous éviter aussi de rater certains événements importants de votre secteur d'activité. Ça va vous permettre de mieux travailler aussi et vraiment de préparer votre contenu à l'avance pour pouvoir être le plus proche de la réalité possible des utilisateurs. Ça vous permet aussi de programmer votre contenu à l'avance, puisque c'est vrai que quand vous savez ce que vous allez dire sur la semaine qui va venir sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir programmer vos publications et être tranquille. Ça vous facilite aussi la vie pour être présent de façon régulière et pertinente sur de nouveau les réseaux sociaux ou via les emailing. Et évidemment, tout cela vous permet de gagner en tranquillité d'esprit, ce dont on a bien besoin pour le moment. Alors en conclusion, j'arrive tout juste à la fin de mon heure de temps de parole. Ce qui fait la différence du fait d'avoir de combiner un point de vente physique et un point de vente en ligne, c'est que clairement la qualité du conseil, elle va toujours se retrouver si vous avez les deux qui sont combinés ensemble, parce qu'on sait que quand on achète chez un commerçant local, même si c'est fait à distance, on soutient une forme d'économie locale et c'est très important pour les consommateurs, ça l'est de plus en plus en tout cas. Et c'est clair qu'on sait qu'on peut se tourner vers quelqu'un qui connaît son produit et qui va bien nous conseiller. C'est aussi toujours avoir la possibilité d'un endroit vraiment physique vers lequel se tourner en cas de problème avec la commande, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien à faire, ça rassure de se dire qu'on commande à distance, mais que si jamais on a un problème avec le produit, on peut aller le rapporter directement en boutique et le service après-vente sera beaucoup plus assuré. Donc, ça augmente la confiance du consommateur. Ça augmente aussi le sentiment de fidélité, même via un achat à distance, parce que le consommateur sait qu'il achète de façon locale et que c'est une activité nationale qui est soutenue. Et alors aussi des facteurs humains achetés en ligne lorsqu'il y a un point de vente physique, ça permet vraiment de vous mettre en avant en tant qu'humain. Et je pense que les consommateurs aussi, ils recherchent ça à l'heure actuelle, c'est d'avoir quelqu'un qui est derrière son comptoir et qui peut être présent pour aider et qui est là pour écouter, pour donner des conseils. Et puis alors aussi un chiffre quand même qui est assez important, c'est que effectivement, l'e-commerce occupe de plus en plus de place à l'heure actuelle dans les comportements d'achat en Belgique. Il y a quand même une statistique qui est sortie à la fin de l'année 2019 et qui, on va dire, prouve que le commerce physique a encore de beaux jours devant lui. C'est qu'il y a quand même toujours 60% des Belges qui préfèrent l'achat en boutique qu'en ligne. Donc, quoi qu'il arrive, la majorité de la population est toujours encline à se déplacer pour faire des achats directement au point de vente physique. Alors, si vous n'avez pas encore de site web de vente en ligne et que vous n'êtes pas sûr que vous le développez vous-même, sachez qu'il existe une prime web, donc une prime parmi tous les subsides de la région de Bruxelles-Capitale qui est disponible pour le développement d'un site ou d'une plateforme e-commerce. Alors, je ne connais pas les modalités techniques pour l'obtenir, donc ça, s'il y a des questions, je ne saurais pas y répondre. Mais en tout cas, j'ai mis le lien vers le site qui répertorie toutes les informations par rapport aux subsides. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Autre élément aussi, si vous êtes un commerce de détail ou Horeca et que vous avez été obligé de fermer à cause de la crise Covid, sachez que vous pouvez bénéficier d'une prime. Je suppose que vous en avez entendu parler, mais si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez bénéficier d'une prime unique. Si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à contacter mes collègues du 1819. Ils sont là pour répondre à vos questions. Donc, il y a toutes les infos sur le site 1819.brussels. Et s'il y a des questions plus précises, n'hésitez pas à décrocher votre téléphone et à appeler le 1819. Il y a une super équipe derrière qui répond au téléphone et qui fera son maximum pour vous aider. Et alors, pour terminer, je vous rappelle que si vous avez un projet d'ouverture de commerce à Bruxelles, malgré les temps incertains, ça peut être un projet un peu fou, mais on est toujours là pour vous soutenir et on continue à avoir envie qu'il y ait des commerces qui ouvrent et à faire notre maximum pour que ce soit le cas. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des questions complémentaires sur l'e-commerce par rapport à cette présentation ou même de manière générale, n'hésitez pas non plus à nous contacter. Et si vous avez un business plan, vous voulez un avis complémentaire sur celui-ci, vous avez des questions par rapport à votre organisation quotidienne, l'équipe Retail est à votre disposition. Donc, vous pouvez nous contacter via retail@hub.brussels et vous recevrez la présentation avec nos coordonnées. Voilà, je vous remercie pour votre participation et je passe la parole à Katia et Victoria, normalement, qui reviennent. Oui, merci beaucoup Laurine, c'est super. On a quelques questions, donc je vais te poser quelques-unes. Je fais le lien suite aux aides publiques, à ta remarque par rapport aux aides publiques.
Donc, quelqu'un demandait si la région et à Bruxelles avait mis sur pied une cellule de crise pour aider les commerçants en difficulté. Moi, je sais que nous sommes en train d'organiser quelque chose. Est-ce que toi, tu as plus d'informations à renvoyer aux participants? Pour l'instant, c'est la même chose que je sais la même chose que toi. Donc, il y a effectivement un accompagnement de crise qui est en train d'être lancé, ou enfin, en tout cas, qui a été lancé, mais dans l'opérationnel, on n'a pas encore d'informations concrètes sur la façon dont ça se passe. Mais s'il y a vraiment des besoins spécifiques par rapport à un accompagnement à ce niveau-là, le conseil, c'est vraiment de vous envoyer un mail sur la boîte, enfin sur retail@hub.brussels. Et là, on pourra faire le suivi en interne. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter par email. Parfait, merci. Une autre question par rapport au prix. Si jamais le prix dans le commerce physique est différent de celui qui est proposé dans l'e-commerce, est-ce que cela ne peut pas créer des confusions? Qu'est-ce que tu recommandes par rapport à ça? Comment signaler cette différence de prix, ou est-ce que cette différence de prix, on devrait l'éviter? Idéalement, si le commerce vend ses produits aussi en ligne, il faut qu'il y ait une forme de cohérence au niveau des tarifs, et donc il est conseillé que ce soit les mêmes tarifs, on va dire, de manière virtuelle et de manière physique. Après, c'est vrai que ça peut se justifier si les frais de port sont inclus, entre guillemets, enfin si les frais de port sont gratuits, mais que le produit est un petit peu plus cher, là ça peut se comprendre vis-à-vis du public. Après, ça peut aussi être envisagé comme une stratégie pour faire venir le client en point de vente, mais je veux dire de manière globale, la transparence sur les prix, c'est quand même très important. Donc, moi, je conseillerais plutôt de pratiquer les mêmes prix à la fois en ligne et à la fois en point de vente. Mais peut-être plutôt jouer sur voilà, offrir quelque chose en plus en point de vente plutôt que d'avoir un prix, une différence de prix. Donc, je ne sais pas si je réponds tout à fait à la question, mais Je pense que oui. Je me permets juste de préciser par rapport à l'accompagnement des crises. Donc, il est effectivement déjà mis en place depuis vendredi dernier, et vous pouvez avoir accès à toutes les informations sur le site de 1819. Donc, n'hésitez pas à rentrer sur le site pour avoir plus de détails par rapport à cet accompagnement des crises qui a été mis sur place pour vous accompagner dans cette période de crise. Je passe à une autre question. Tu as parlé de plusieurs commerces durables et locaux, et donc il y a une question ici par rapport à la discordance entre e-commerce et écologie. Donc, est-ce que tu as des conseils par rapport à comment aligner ces deux? Je parle ici peut-être dans la livraison écologique, ou je ne sais pas si tu as d'autres choses à préciser sur ce point-ci. Laurine? Si la question c'est plus comment faire de l'e-commerce de façon durable. Oui. Donc moi je pense par exemple, tu nous entends? Je suis de retour, je crois. Ah. Là, ouais, je t'entends à nouveau. Maintenant c'est bon, on t'entend. Ok, voilà. Donc ici la question c'était de savoir comment faire de la vente à distance de façon durable, c'est ça? Oui, c'est quelle solution pour quand même pouvoir faire la vente en ligne et dire que son commerce est durable. Donc je pense par exemple à la livraison à vélo. Il y a pas mal de solutions qui s'offrent à Bruxelles. Si tu veux toucher un mot par rapport à ça. Oui, ici c'est vrai que c'est plus des recommandations sur la façon de mettre en œuvre. C'est pas ma spécialité. Mais c'est vrai que oui, il y a la livraison à vélo, il y a aussi le fait de penser à des packaging, à des packaging réutilisables. C'est vrai que ça se fait de plus en plus aussi au niveau du conditionnement à distance, de travailler avec du papier recyclé, ou en tout cas des cartons qui ont déjà servi pour les renvoyer. Bon, après, c'est vrai qu'ici, avec les mesures d'hygiène qui sont recommandées durant cette crise, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne recommandation de conseiller ça. Mais globalement, je crois que
pour l'instant, comme c'est considéré comme étant devenu un peu la norme, je crois que les mesures s'assouplissent et il y a de plus en plus de possibilités de faire ça sans avoir un impact trop important d'un point de vue environnemental. Ce qui, je pense, fonctionne le mieux, c'est surtout limiter en fait la zone de livraison autour de son commerce. Et ça, les clients sont assez compréhensifs par rapport à ça. Donc, il y a beaucoup de commerces qui limitent la livraison dans un rayon de 25 km autour du point de vente physique. Ça permet aussi de travailler à ce niveau-là, mais malheureusement, j'ai pas plus de pistes à recommander. Ok. Peut-être une dernière question. Ici, tu parlais des chiffres les préférences de Belges d'acheter en boutique par rapport à la vente en ligne. Je pense que cela va changer, où on va voir les comportements des consommateurs changer et se diriger plus vers la vente en ligne. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça, même si tu as déjà été assez dans les détails pendant ta présentation? Oui, c'est sûr qu'effectivement, en fait, maintenant, je crois que l'enjeu pour un commerce de proximité qui est ouvert et donc qui a pignon sur rue, ça va effectivement vraiment développer sa présence via une plateforme de vente en ligne, puisque on va avoir une grosse partie de la population enfin une grosse partie, il va y avoir une partie de la population qui va être beaucoup plus fermée à des déplacements en ville et à des achats en point de vente physique. Après, je pense que ça ne concerne pas non plus la totalité ni la majorité de la population, mais c'est des tendances qui sont assez difficiles pour l'instant à prévoir, mais qu'on peut quand même anticiper en étant justement présent via un site de vente en ligne. Mais je pense que ça va, quoi qu'il arrive, rester complémentaire parce que la tendance aussi des consommateurs est à vouloir soutenir les initiatives locales, les initiatives de quartier, même si ça se fait à distance. Donc, je pense que ça va continuer à être deux canaux complémentaires, mais qui vont en fait presque devenir indissociables l'un de l'autre. Et voilà, mais c'est difficile de se prononcer parce qu'effectivement, les choses sont assez incertaines pour l'instant. Mais voilà, ça rentre en tout cas dans une stratégie globale de visibilité pour permettre de maintenir son chiffre d'affaires à flot pour l'instant et puis pouvoir assurer son développement une fois que tout cela sera derrière nous. Merci. Et je me permets juste une dernière question avant de clôturer. Donc, tu as parlé des réseaux sociaux et de le temps à dédier à le marketing digital. Combien d'heures par semaine tu suggères ou tu penses que c'est là combien de temps tu estimes que la gestion de ces réseaux sociaux, de sa campagne digitale a besoin? Je dirais que s'il y a vraiment une réflexion sur la préparation des contenus en amont pour les réseaux sociaux, voilà, rédaction des messages, et alors si vous créez les photos ou si on recherche, par exemple, les contenus visuels, je dirais vraiment juste pour les réseaux sociaux, il faut compter entre 2 et 4 heures par semaine. Et par contre, si on va plus loin dans la production de contenu et qu'il y a de la rédaction d'articles de blog, par exemple, ou la création de vidéos de vidéos à diffuser sur les réseaux sociaux, là, évidemment, ça peut devenir plus chronophage. Et là, on pourrait peut-être plutôt considérer qu'il faut une journée complète par semaine pour vraiment faire ça de manière très efficace. Mais si c'est simplement la présence sur les réseaux sociaux, je pense que oui, entre 2 et 4 heures par semaine, c'est tout à fait gérable et de faire ça de manière vraiment pertinente et efficace. Ok. Et Laurine, est-ce qu'on a besoin d'un Shopify quand on fait la vente sur Instagram? Non, pas forcément. Si c'est vraiment de la vente à distance où on présente un produit, on dit MP-moi, envoyez-nous un MP pour avoir les informations, c'est pas du tout nécessaire de développer un site e-commerce. L'avantage par contre d'avoir un Shopify, c'est que là on peut bénéficier de l'onglet boutique, enfin on peut activer l'onglet boutique sur Facebook et du coup qui est lié aussi au compte Instagram et qui permet d'avoir une fiche produit directement sur Instagram et quand on clique sur la fiche produit, on est renvoyé vers le site de vente en ligne. Ça, évidemment, c'est l'idéal, mais s'il n'y a pas les moyens ou le temps de développer un site e-commerce,
ça peut tout à fait se faire uniquement via les réseaux sociaux et ça fonctionne d'ailleurs parfois très bien. Donc, à ce niveau-là, ce n'est pas une condition sine qua non, donc ça peut se faire. Ok, parfait. Ben, je vais clôturer parce que je vois que l'heure passe. Merci beaucoup, Laurine, encore pour ce chouette séminaire et merci à toutes et tous pour votre participation. On se retrouve demain pour le webinaire sur le marketing digital. Bon après-midi. Au revoir.